Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation. Nous sommes ravis, Marc et moi, de vous présenter donc les formations que nous avons mis en place avec notre partenaire, la CST. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la XR culturelle. Quels sont les métiers qui vont être nécessaires à cette XR pour se développer, les métiers de demain. Et pour que les métiers de demain soient concrets, il faut évidemment former les institutions culturelles et les métiers qui composent ces institutions dès aujourd'hui. Moi, je suis Camille Lopato, je suis la fondatrice de Diversion et sa présidente. Au quotidien, je suis responsable de son développement commercial. Avec moi, Marc Lopato, le cofondateur de Diversion, directeur général et dans son quotidien, donc directeur des opérations de la société. Pour ceux qui se demandent, Marc et moi, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs et nous sommes associés depuis plus de 10 ans, puisque nous avons créé la société en 2016, une société qui est une agence spécialisée dans les installations et les événements immersifs. Lors de notre création en 2016, nous avons assez rapidement accompagné des gens qui en avaient besoin, c'est-à-dire des festivals, notamment des festivals de cinéma, qui ont ouvert à ce moment-là une section de réalité virtuelle. Nous avons mis en place pour eux des espaces avec des machines, mais aussi tout un protocole d'accueil du public de façon à ce que la monstration VR se fasse dans les meilleures conditions. En 2018, nous créons le pôle distribution qui continue finalement dans cette démarche de proposer des œuvres, mais cette fois des œuvres qui vont faire partie de notre catalogue, et nous organisons leur promotion et leur commercialisation à l'international. En 2019, nous accompagnons des institutions culturelles. À partir de 2019, nous accompagnons des institutions culturelles et des musées dans des installations qui sont plus pérennes. On sort un petit peu de l'événementiel pour pouvoir proposer des choses qui vont pouvoir vivre avec le musée, avec l'institution sur des temps beaucoup plus longs. En 2020, nous créons Vrou, qui est une solution clé en main à destination des bibliothèques et des médiathèques. Depuis 2016, donc, nous avons une expertise qui a un petit peu grandi et à chaque fois, nous accompagnons donc nos clients sur plusieurs briques, de la conception à la gestion du public en passant par les installations techniques. Ce qui nous anime depuis le début, c'est bien de faire en sorte que les œuvres soient vues dans les meilleures conditions par un public de plus en plus nombreux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous souhaitons donc mettre en place ces formations qui s'appuient bien sûr sur notre expertise, mais pas seulement, puisque notre partenaire, c'est la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son, qui va garantir sa qualité technique et pédagogique sur l'ensemble des savoirs que nous allons partager avec vous. Pourquoi ces formations maintenant? Comme je le disais, ça fait 10 ans que nous travaillons dans ce secteur-là. Et pourquoi nous créons aujourd'hui ces formations? Pour deux raisons qui sont assez simples. La première, c'est parce qu'on constate qu'il y a un appétit des publics croissant pour ces expériences interactives et pour cette immersion, et que le frein, au niveau des institutions culturelles notamment, hein, on parle ici de XR culturel, c'est une certaine frilosité de la part des décisionnaires, faute d'avoir justement des formations dédiées qui leur permettent de finalement comprendre les enjeux et faire en sorte que les équipes puissent mettre en place de façon la plus autonome possible ces nouvelles œuvres immersives. Et aussi parce qu'il y a des politiques publiques qui vont dans ce sens-là. Je pense notamment aux appels à projets France 2030 et celui précisément de la culture immersive et métaverse, qui est donc paru en 2024. Tout ça nous permet et nous incite à proposer des formations qui vont pouvoir faire monter en compétences les personnels des institutions culturelles. Va donc s'agir de comprendre quels sont les enjeux artistiques, quels sont les enjeux culturels, intégrer ces outils pour des programmations qui sont cohérentes et pérennes. Ça, c'est le premier volet, je dirais, de mettre un contexte autour de ces œuvres immersives, de là où elles viennent et là où elles vont probablement aller, mais aussi, d'un point de vue très concret, maîtriser les aspects techniques de façon à ne plus avoir d'angoisse quant à la technologie qui est utilisée et puis mettre en place toute la logistique qui va permettre d'accueillir le public dans les meilleures conditions et comme dit ici, sans improvisation.
Voilà pourquoi nous avons ces deux formations, les fondamentaux de la réalité virtuelle qui, comme je le disais, vont créer un contexte autour des œuvres immersives, et les techniques de médiation VR qui vont avoir un aspect beaucoup plus concret et beaucoup plus technique, comme son nom l'indique, sur les technologies qui sont employées. À qui s'adressent ces formations? Eh bien, aux curateurs, aux médiateurs, aux régisseurs, aux responsables numériques qui deviendront pôles ressources à l'intérieur de leurs institutions. Les formations que nous proposons comble un vide à la fois entre des approches qui vont être très théoriques et finalement qui vont avoir peu de prise avec le réel et les enjeux des institutions et des musées quant à l'accueil très concret de leur public, mais qui vont malgré tout prendre en compte le côté à nouveau culturel, la mise en contexte et la mise en relation des différentes œuvres et des différentes expériences qu'on va proposer au public. Pour finir notamment sur le prix, je dirais que ces formations sont donc certifiées Calliope, comme vous le voyez avec ce joli logo. Elles sont donc éligibles aux OPCO, mais aussi au CPF, donc au compte personnel de formation, ou via France Travail. De façon extrêmement concrète, je dirais que il y a des... Je vais tout simplement vous laisser entre les mains de Marc, qui lui a une expérience beaucoup plus concrète et va pouvoir donc vous parler des fondamentaux de la réalité virtuelle en vous proposant un petit extrait de cette formation. Merci. Merci Camille. Donc, bonjour à tous. Comme Camille l'a introduit, je suis responsable, directeur des opérations et donc en charge de tout ce qui est technique chez Diversion. Je vais tout d'abord vous présenter un résumé de chacune de ces deux formations. Donc tout d'abord, et ensuite je ferai un petit extrait de cette première formation. Donc cette première formation qui s'intitule Les fondamentaux de la réalité virtuelle, qui est une formation qui s'étend sur 2 jours, qui s'adresse donc aux programmateurs, aux curateurs, au personnel des lieux qui vont accueillir ces formations. C'est une formation générale, alors que la deuxième formation va être plus technique et s'adresse au personnel de terrain. Donc les fondamentaux de la réalité virtuelle, nous avons donc 2 journées de formation. La première journée est introduite par ce qu'on appelle les premières explorations et discussions critiques. L'idée, ça va être de montrer un certain nombre d'expériences aux stagiaires de la formation, des expériences avec des formats variés, pour donner une première introduction et avoir quelques échanges sur les typologies de ces œuvres, leurs caractéristiques. Ensuite, on fait une petite pause et on attaque avec les fondamentaux de la XR. Euh, Chacun des formats, qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui les caractérise techniquement, quel équipement est utilisé, la terminologie et une illustration un petit peu de cette terminologie, de ces caractéristiques avec des images et des petits points. On parle de technique dans cette introduction. L'idée, c'est que même si les gens amenés à encadrer, à réfléchir à la programmation, aux œuvres qui vont être présentées, c'est important de maîtriser les fondamentaux techniques de chacun de ces formats. Après le déjeuner, on fait ce qu'on appelle une reprise en action. C'est ce qu'on essaie de faire à chacune des journées de ces formations. Là, il s'agit en fait de faire un jeu en réalité virtuelle, un jeu collectif, à la fois pour s'immerger un petit peu dans ces expériences et de redonner un petit peu d'énergie pour attaquer la deuxième partie de la journée et d'avoir un petit esprit team building. On a, on commencera l'après-midi avec un panorama de l'histoire de la VR ou de la XR. Bon, j'utilise les deux termes, ce sont deux termes qui sont régulièrement employés pour parler de ces technologies. Là, l'idée, c'est pas forcément de revenir aux années 60, 70, où les premiers concepts, les premiers essais ont été faits à propos de la VR, mais c'est plutôt de commencer en 2015-2016, qui sont les années où les premiers rééquipements, les premiers équipements de réalité virtuelle sont arrivés sur le marché, étaient disponibles pour le grand public, et c'est là qu'on a vu vraiment un essor de production et réellement le début de la réalité virtuelle, on va dire artistique et narrative.
Donc l'idée, c'est de présenter un petit peu la multitude de casques, d'équipements qui sont apparus sur le marché, de les présenter, présenter un petit peu leurs différentes caractéristiques. Ensuite, après une courte pause, nous faisons de nouveau un visionnage d'œuvres. Là, l'idée, c'est que on présente entre 5 et 8 œuvres. Donc, on a en début de la journée un premier visionnage. Là, avec ce deuxième visionnage, l'idée, c'est d'essayer de voir une œuvre qu'on n'a pas vue, évidemment, au début de la journée. Et petit à petit, au fur et à mesure de la formation, on aura comme ça un petit panorama euh, grâce à ces visionnages de ce qui peut être fait dans cette industrie de la réalité virtuelle, culturelle et artistique. Et on terminera cette journée au vu de tout ce aura vu au cours de la journée par un petit discours critique sur ces différentes œuvres, un échange entre chacun des stagiaires et l'animateur de la formation, et parler des problématiques de médiation. Puisque la médiation, évidemment, l'accompagnement des spectateurs est clé et c'est important d'avoir en tête les différentes problématiques de la médiation d'œuvres de réalité virtuelle. La deuxième journée, après un bref retour sur la première journée, répondre aux questions, un petit peu, prendre un petit peu de recul sur ce qu'on a appris, on aborde un point qui est clé, puisque on parle très souvent de la réalité virtuelle et des problématiques techniques qui sont réelles, mais c'est très important de parler de l'appétit que le grand public a pour ces nouvelles technologies, pour ce nouveau médium et la capacité que les œuvres de réalité virtuelle ont pour engager le public. Engager le public grâce aux moyens de cette technologie, de l'immerger dans une autre réalité, mais également de proposer de nouvelles typologies d'œuvres, de permettre aux artistes, aux créateurs de s'exprimer différemment auprès de son public et à quel point ces œuvres proposent quelque chose qui n'est pas réellement présent dans le marché culturel, on va dire. Et donc on fait ça en présentant un certain nombre d'œuvres qui ont pu marquer un petit peu l'histoire de la XR ces 10 dernières années. Et on enchaîne ensuite par la capacité qu'a ce nouveau médium à enrichir des projets de collaboration artistique. Beaucoup de créateurs et d'artistes s'emparent de ces médiums et ça peut venir réellement ajouter quelque chose à leur travail. Ça peut venir ajouter des émotions, des ressentis auprès du public. Et pour une institution culturelle, pour un programmateur, un curateur, venir ajouter des œuvres XR à une programmation déjà existante peut venir multiplier un peu l'impact que cela va avoir sur son public. Après cela, on va commencer à parler de qu'est-ce que ça veut dire qu'organiser un événement immersif, XR, les problématiques logistiques, les problématiques techniques, les problématiques d'espace, et comment réfléchir à tous ces éléments pour être capable d'organiser le meilleur événement qui soit. Et on enchaînera naturellement par aller plus concrètement dans ces éléments logistiques, techniques, de planification, de l'accueil du public, du flux du public dans un événement XR, tout ce qui est billetterie, mais également réservation des slots de visionnage de ces œuvres, et comment s'assurer que on réussisse à faire le meilleur événement qui soit, en ayant en tête toutes les caractéristiques spécifiques de la technologie XR. Et après le déjeuner, on va appliquer toutes ces connaissances et passer au prototypage d'une exposition. Là, l'idée, c'est que les différents stagiaires, avec tout un certain nombre de matériel, de données que nous aurons préparé en amont, de mettre en place un événement sur le papier évidemment, mais de parler de toutes ces problématiques, de les mettre en application et d'essayer de proposer un canevas d'une exposition d'expérience XR.
On passera ensuite à ce qui va nous animer en fait dans la deuxième formation que je vais vous présenter, mais euh, parler plus précisément de quelles sont les techniques de médiation. Comment est-ce qu'on va accompagner les spectateurs de la meilleure façon qui soit. Alors évidemment, il y a tout ce qui est médiation culturelle classique, présenter les œuvres, présenter l'artiste, donner un certain nombre d'éléments qui vont permettre aux spectateurs de mieux appréhender les œuvres, mais il y a également tout le volet technique. Comment est-ce qu'on s'assure que les masques fonctionnent bien? Comment est-ce que, ou l'importance de la capacité des médiateurs à débugger les expériences, à résoudre tous les petits problèmes techniques, mais également de confort que peuvent éprouver les spectateurs. Et on terminera cette journée avec une présentation de chacun des projets d'événements qui ont été faits dans la première partie de l'après-midi. Et cela conclut cette première formation des fondamentaux de la XR. La deuxième formation, donc, qui s'intitule Technique de médiation XR, ça c'est une formation sur 3 jours. C'est une formation qui va aller plus précisément dans la pratique. Comment est-ce que concrètement on peut organiser et faire vivre un événement XR. C'est une formation qui s'adresse plus précisément au personnel d'encadrement technique d'une institution culturelle ou de toute organisation et aux techniciens médiateurs, c'est-à-dire aux médiateurs, vraiment aux personnes qui vont accueillir le public. La première journée, après une brève introduction, cette fois-ci, on va commencer non pas par visionner des œuvres comme pour la première formation, mais par parler de qu'est-ce qui caractérise la XR, quels sont les différents formats. On va tout de suite commencer à parler de techniques, de fichiers, des équipements, de ce qui les caractérise. Et après avoir une idée technique globale de ce qui caractérise la XR aujourd'hui, on va visionner des œuvres. Comme pour la première formation, on aura un petit catalogue d'œuvres et chaque stagiaire pourra voir une, deux, trois, quatre, cinq œuvres, suivant le temps qu'ils voudront y consacrer tout au long de la formation. Euh, Puis, on fera une pause pour le déjeuner et on rentrera ensuite dans les détails de la fonction du technicien médiateur. Qu'est-ce qui importe lorsqu'on montre de la XR? Quels sont les éléments fondamentaux, que ce soit donc les aspects techniques évidemment, mais comment est-ce qu'on accueille les participants, les spectateurs, les problématiques d'hygiène, de confort et également les éléments de discours qu'il faut commencer à maîtriser, qu'il faut maîtriser pour pouvoir bien accueillir les spectateurs. On enchaînera ensuite par quelques outils pratiques, un petit peu le b.a.-ba des outils Alors c'est plutôt pour le responsable technique du lieu ou de l'événement que ces outils vont être utiles, mais il peut être intéressant également pour les techniciens médiateurs d'avoir une vision, une compréhension de ce à quoi ces outils peuvent servir. Et voilà, donc on montrera quelques cas d'usage. Euh, on aura ensuite un deuxième visionnage d'œuvre et on termine la journée par aller plus précisément au sein du premier format qu'on va regarder en détail, qui est la VR 360, ou bien les films à 360 degrés présenter ce que c'est que ce domaine, ce qui caractérise techniquement la VR 360, sachant que c'est souvent vu par l'industrie comme la partie la plus simple, on va dire, des œuvres de réalité virtuelle, puisqu'en fait on assiste à un film, bien qu'il soit à 360 degrés, il n'y a pas de notion d'interactivité. On assiste à un film qui a un début, une fin, et voilà, une histoire, des émotions à faire passer. Mais en réalité, derrière ce format simple, on va dire, il y a tout un tas de connaissances à avoir sur les typologies d'images, sur la résolution, par exemple, et tout un tas d'autres termes techniques, d'autres caractéristiques techniques que, évidemment, le responsable technique doit maîtriser, mais dont les techniciens médiateurs également doivent avoir conscience.
Le deuxième jour, après un bref retour sur la première journée, cette fois-ci, on va s'intéresser à la VR qu'on appelle SixDof. Alors, ce terme n'est pas forcément familier pour vous, mais en réalité, c'est un des termes qu'on va présenter pendant la première journée. Donc là, les stagiaires sauront de quoi il s'agit. Il s'agit de la réalité virtuelle dans laquelle on peut se déplacer, contrairement à la VR 360 où on assiste au film et on peut tourner la tête. Se déplacer ne va pas avoir d'influence sur ce qu'on regarde, alors que la réalité virtuelle SixDof pour Six Degrees of Freedom, ou 6 degrés de liberté, elle permet de se déplacer dans l'espace virtuel. Donc on commence par la SixDof standalone, c'est-à-dire la SixDof qui fonctionne uniquement sur les casques de réalité virtuelle, on n'a pas besoin d'ordinateur. On parlera évidemment de tout ce qui est technique, des différents masques ou casques, on utilise les deux termes, qui permettent de présenter des œuvres de cette typologie. Et on parlera ensuite du format qui a le vent en poupe, si je puis dire, depuis quelques années, qu'on appelle le free roaming ou bien le large scale, c'est-à-dire les expériences où on peut avoir plusieurs dizaines, voire jusqu'à 100 personnes en simultané dans une salle, chacun équipé de masques de réalité virtuelle, et qui est donc un segment de marché aujourd'hui qui commence à compter. Après le déjeuner, on parlera toujours de SixDof, mais cette fois-ci de ce qu'on appelle les œuvres de PC VR. Donc les œuvres qui vont tourner sur un PC, en général ce sont des PC de gamers, des PC puissants, et le masque va être uniquement le masque de visionnage de ce que le PC va calculer. Le masque est relié par un câble donc au PC, où il peut l'être via Wi-Fi également. Et on ira plus en détail sur les caractéristiques techniques des fichiers, des PC, les problématiques qu'on peut rencontrer. Et on terminera cette journée par un atelier pratique sur chacune de ces œuvres. Et là, les stagiaires devront manipuler les fichiers, les installer sur les ordinateurs, sur les masques, et être face à tous les éléments qu'il faut bien comprendre pour pouvoir préparer un événement de réalité virtuelle. Et on terminera cette journée avec de nouveau un visionnage d'œuvres, typiquement les œuvres qui ont été installées dans l'atelier pratique juste avant cela. La troisième journée, pareil, on fera un bref retour sur la deuxième journée. Et cette fois-ci, on mettra à profit ce qu'on a appris dans les journées précédentes et on fera un jeu de rôle de médiation technique. Là, l'idée, c'est de séparer les stagiaires en deux groupes et d'avoir une partie des stagiaires qui jouent le rôle des spectateurs et l'autre partie des stagiaires qui jouent le rôle de médiateur technique. On aura préparé un certain nombre de fiches. Il y aura un temps de préparation pour que les médiateurs se préparent. L'équipement sera prêt également. Et là, l'idée, c'est de mettre en situation les stagiaires à chaque partie d'éprouver un petit peu ce que ça veut dire d'être spectateur, ce que ça veut dire d'être médiateur. On fera un débrief, un certain nombre d'échanges suite à cela. Donc ça va être une partie assez interactive, assez vivante. Puis on partira déjeuner et dans l'après-midi, on introduira un autre domaine de la réalité virtuelle qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années, qui sont les métavers. On parlera alors évidemment des métavers, surtout en réalité virtuelle, puisqu'il y en a qui sont uniquement sur ordinateur. On les présentera et on parlera de tout ce que ça implique, la complexité en réalité de ces métavers. Et on enchaînera par une visite virtuelle de quelques mondes de VRChat, qui aujourd'hui est la plateforme de métavers la plus courue, on va dire, où il y a beaucoup de gens qui vont au quotidien sur VRChat. On aura l'occasion de voir voilà, des mondes divers et variés qui sont aujourd'hui sur le cloud, sur les serveurs de VRChat. Et après une courte pause, on fera un débrief de la formation. Voilà pour la présentation de cette deuxième formation. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un court extrait de la première formation des fondamentaux de la réalité virtuelle. C'est un petit peu la première partie de cette formation, où on va présenter qu'est-ce que c'est que la XR et quelques formats de la XR aujourd'hui. Donc,
qu'on intitule les fondamentaux de la XR. Alors tout d'abord, j'ai beaucoup parlé de VR, d'XR. C'est important de définir qu'est-ce que c'est que la XR. Alors le XR, ça vient d'un terme anglais qui est Extended Reality ou bien réalité étendue. Et en réalité, la XR englobe trois typologies de technologies. Évidemment la VR, la réalité virtuelle, où au moyen d'un casque de réalité virtuelle, on va être complètement immergé dans l'environnement virtuel. Alors, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir de la VR 3DoF ou 6DoF, on va le voir dans un instant. Et donc, on est complètement immergé dans la réalité virtuelle. Il y a également l'AR ou l'ARA en français, la réalité augmentée. Alors, on la connaissait principalement il y a une dizaine d'années, voire un petit peu plus, euh, à travers les téléphones portables, mais également les smartphones, mais également les tablettes, où je pense que vous avez déjà tous fait cette expérience avec le téléphone, la caméra du téléphone ou de la tablette, on voit le monde extérieur et au monde extérieur viennent s'ajouter des éléments digitaux qui viennent augmenter l'espace réel grâce à ce device. Il y a aujourd'hui beaucoup de lunettes de réalité augmentée qui existent sur le marché. Et donc il s'agit d'images virtuelles qui sont ajoutées au monde réel. On parle également de réalité mixte. Ça, c'est un concept, une discipline, si je puis dire, qui est apparue plus récemment, qui a été très popularisée grâce au MetaQuest 3, notamment, puisque la réalité mixte, en fait, ça va être un peu un mélange de réalité augmentée et de réalité virtuelle, dans le sens où, grâce aux caméras qui sont situées sur l'avant du casque de réalité virtuelle, du MetaQuest 3 donc, dont je parlais, qui sont des caméras de très bonne qualité. Lorsque vous enfilez ce casque, les caméras vous permettent de vous retrouver dans l'espace réel, juste au travers des caméras et de l'écran. Il n'y a absolument pas de latence. Donc c'est quasiment comme si vous étiez dans l'espace physique autour de vous. Sauf que le masque peut venir ajouter des éléments, un petit peu comme dans la réalité augmentée, mais cette fois-ci, euh, vu que le masque est sur votre visage, vous pouvez déambuler librement dans l'espace réel et vous avez ces objets virtuels qui sont autour de vous. Vous pouvez interagir avec eux. Euh, le masque a une capacité de repérage des éléments 3D physiques autour de vous. Et donc, on va vraiment avoir un mélange intriqué de la réalité virtuelle et enfin, de la réalité physique plutôt et de la réalité virtuelle. C'est un domaine qui est en plein essor. Il y a des expériences assez incroyables parce qu'on touche en fait un petit peu du doigt ce qu'on appelle les hologrammes quelque part, parce que c'est comme si vous aviez des hologrammes qui arrivaient devant vous et qui viennent compléter l'espace réel. Alors, là, je vous propose de faire un tout petit pas en arrière, parce que c'est vrai qu'on parle de XR depuis le début de cette formation, mais en réalité, ces dernières années, il y a le terme immersif qui est apparu dans le langage courant. Et aujourd'hui, l'immersif, c'est un secteur, c'est un domaine dans lequel la XR, dont la XR fait partie. Je pense que c'est important de définir également ce que c'est que ce terme immersif et qu'est-ce qui constitue l'immersif aujourd'hui. Alors, il y a tout d'abord ce qu'on appelle les projections immersives. Peut-être les projections immersives les plus connues, c'est l'atelier des Lumières, par exemple, où vous rentrez dans cette grande salle où tous les murs, toutes les surfaces autour de vous, le sol y compris, il peut y avoir également le plafond, sont recouverts d'images projetées et vous êtes vraiment immergé dans une autre réalité grâce à ces projections. Euh, il y a le théâtre immersif qui, en général, n'utilise pas de technologie, mais là, le théâtre immersif, il s'agit en fait de casser ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les acteurs sur scène et le public qui sont assis sur des sièges, vous avez les acteurs et le public qui sont dans le même espace. Et donc vous, en tant que spectateur, vous êtes immergé dans l'œuvre théâtrale, les acteurs jouent autour de vous, peuvent vous interpeller. Et donc il y a vraiment une interaction entre les acteurs d'un côté et le public de l'autre qui sont tous au même niveau.
Les expositions immersives aussi sont très fréquentes, sont de plus en plus fréquentes aujourd'hui. Ce qui caractérise une exposition immersive, ça peut être d'un côté la présence de projections immersives. Donc vous rentrez dans une salle qui est recouverte de projections et vous immergez dans l'œuvre d'un artiste ou bien du thème de l'exposition. Mais les expositions immersives peuvent utiliser beaucoup moins de technologie et grâce à du son, à de la lumière, à des éléments qui vont venir peupler votre environnement, vous vous retrouvez, vous êtes immergé dans une ambiance. Et voilà, donc il n'y a pas forcément de technologies compliquées qui viennent, qui font partie de cette exposition. De la même façon, on peut avoir des installations immersives, le son immersif, où là, la qualité du son, le côté son qu'on peut appeler 3D, son immersif, qui va voyager autour de vous, qui va vous donner des illusions, euh, est également très présent. Après, il y a tout un tas d'autres domaines qui sont appropriés ce terme immersif, comme les séances de cinéma immersives, où euh, votre siège qui bouge ou bien l'écran qui est étendu vont ajouter des éléments ce terme immersif qui commence du coup dans ces exemples-là est peut-être un petit peu galvaudé. La lecture immersive, alors ça c'est un petit clin d'œil, c'est Word de Microsoft Office qui a un petit bouton lecture immersive qui permet tout simplement en fait à tous les menus du logiciel de s'effacer et vous êtes plongé dans le document. Voilà, après les voyages immersifs, la formation immersive, les repas immersifs, il y a tout un tas de termes qui sont utilisés. En tout cas, ce qu'on peut dire sur qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui l'immersif, il y a évidemment le mélange entre le physique, lorsqu'il y a du digital, mais en tout cas l'environnement dans lequel vous êtes euh, et vous permet de vous immerger dans une histoire, un univers, on va dire, et c'est le savant mélange entre euh, plusieurs technologies, qu'elles soient plus ou moins complexes, et l'environnement physique dans lequel vous vous trouvez. Et l'idée, c'est que vous êtes immergé dans une nouvelle réalité et ça va vous permettre de ressentir un certain nombre d'émotions, d'interagir avec ce que vous allez voir et grâce à l'utilisation de plusieurs sens. Je trouve que c'est important là de rappeler d'où vient l'immersif. Euh, on considère que vraiment, peut-être la première expérience immersive était probablement Disneyland, puisque en 1955, lorsque le premier parc Disneyland ouvre, eh bien, en réalité, c'est une opportunité pour les spectateurs, pour le public, de s'immerger dans l'univers de Disney, de retrouver tous les personnages, grâce à des petits trains fantômes, de s'immerger dans tout un univers d'un dessin animé ou d'un des éléments de Disney. Et c'est vraiment eux qui sont à l'origine de ce concept-là, même si ce terme immersif n'était pas forcément présent à cette époque-là. Ensuite, il y a le terme LARP, qui est donc l'acronyme pour Live Action Role Playing Game, donc euh, des jeux de rôle grandeur nature, si je puis dire. Donc, au lieu d'être autour d'une table avec des petits pions et un maître de jeu, là, vous êtes vraiment en pleine nature ou dans un village et vous vous immergez dans l'environnement du jeu. Il y a d'autres exemples. Mia Wolf, par exemple, c'est euh, une attraction qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années aux États-Unis, où des artistes ont construit tout un univers dans un entrepôt qui vous plonge dans un nouveau monde en réalité grâce au décor, au son, éventuellement aux vidéos, à tout un tas d'éléments qui vous font voyager dans une réalité alternative. Et TeamLab, qui est un collectif japonais d'artistes japonais qui ont créé des lieux d'immersion, qui sont des lieux assez impressionnants. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à une attraction TeamLab, je vous le conseille vraiment, puisque c'est particulièrement dépaysant. C'est un univers onirique, interactif de temps en temps, qui est particulièrement saisissant. Euh, voilà pour l'immersif. Pour retourner
à la XR, une petite illustration de ce dont je vous parlais tout à l'heure, la 3DOF et la 6DOF. Donc je vous expliquais que la 3DOF, c'est le cinéma à 360 degrés. Bon, d'où vient ce terme 3DOF? 3DOF, ça veut dire Three Degrees of Freedom. En français, 3 degrés de liberté. En réalité, donc ça parle des degrés de liberté que le spectateur va avoir dans l'expérience. Ici, ces 3 degrés de liberté, en fait, c'est 3 rotations selon les 3 axes qui définissent l'espace. En gros, lorsque vous êtes dans le masque, vous pouvez tourner la tête selon cet axe, vous pouvez tourner la tête selon cet axe, et vous pouvez tourner la tête selon cet axe. Donc ça, c'est les 3 degrés de liberté que vous avez qui vous permettent d'aller regarder tous les détails de l'image qui vous entoure. Évidemment, si vous vous déplacez alors que vous avez ce masque 3D sur la tête, vous n'allez pas vous rapprocher de l'image. L'image va toujours être à la même distance de vous. Les objets que vous voyez dans le film seront toujours à la même distance que vous. Ce qui est illustré par ce GIF où voilà cette image virtuelle que cette personne voit dans le masque. Si elle avance, l'objet va avancer également. Et c'est là qu'intervient la puissance de ce qu'on appelle la 6DOF pour 6 degrés de liberté, puisqu'aux 3 degrés de liberté dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les 3 axes de rotation, vous ajoutez les 3 déplacements selon les 3 axes. Vous pouvez faire de la translation selon ces 3 axes. Et ça vous permet donc de vous rapprocher d'objets virtuels qui sont devant vous, d'aller regarder ce qui se passe derrière, éventuellement d'interagir avec ces objets. C'est très important de comprendre vraiment la différence entre la 3DOF et la 6DOF, puisque l'expérience utilisateur est radicalement différente, mais également les technologies qui sont derrière la 3DOF et la 6DOF sont très différentes et demandent des connaissances et une maîtrise qui sont différentes. Aujourd'hui, si on regarde un peu plus les formats et l'équipement qui sont utilisés pour la réalité virtuelle, alors je vous parlais de la 3DOF. On va commencer par le masque qui est le plus utilisé, ou en tout cas qui est vraiment le masque de la 3DOF aujourd'hui, qui est le Pico G3, qui est illustré ici. Donc c'est un masque de la marque Pico. Pour montrer de la 3DOF des films à 360 degrés, on a principalement un fichier, la plupart du temps qui est au format MP4, et puis on a le son qui peut être intégré au fichier ou qui peut être séparé, et le son est particulièrement important puisque il va participer de l'immersion. On a souvent ce qu'on appelle du son spatialisé. Donc le son spatialisé va permettre au spectateur de donner l'illusion qu'il est dans la scène lorsqu'il va entendre un bruit à droite, s'il tourne la tête, le bruit, le son va être devant lui et non plus à droite. Donc spatialiser le son va aider le spectateur à se sentir dans l'image virtuelle auquel il assiste. Pour la 6DOF, je vous parlais tout à l'heure dans le résumé de la différence entre la 6DOF standalone et PCVR. Donc la 6DOF standalone, les principaux casques qui sont utilisés, c'est le MetaQuest 3, probablement le plus connu, mais il y a également le Vive Focus 3 ou le Vive Focus Vision qui est illustré ici, ou également le Pico 4, précisément le Pico 4 Ultra Entreprise. On va dire que c'est les 3 masques qui sont le plus utilisés pour les applications 6DOF Standalone. Ce sont des masques qui fonctionnent tous sur une base Android et les applications, les expériences, en fait, sont des applications en termes de fichiers. Elles ont toutes le même format, qui est le format des applications Android, qui sont en fait le même format que les applications que nous avons sur les smartphones Android. Et ces applications, en réalité, on peut les installer sur n'importe quel masque. Seulement, elles ont été faites pour un masque en particulier. Donc, on va pouvoir l'installer sur le masque. C'est une application pour MetaQuest 3. Lorsqu'on l'installe sur le MetaQuest 3, elle fonctionne sur ce masque-là. On pourra installer cette même application sur un Vive Focus, puisque c'est le bon format pour l'environnement Android. Cependant, lorsqu'on va la démarrer dans le masque Focus 3, elle ne fonctionnera pas puisqu'elle a été conçue pour le MetaQuest 3. Mais on va dire que le fonctionnement et les caractéristiques techniques de ces applications sont similaires, parce qu'encore une fois, on est dans l'environnement Android. Ensuite, on parle, la deuxième typologie d'œuvres 6DOF, c'est les œuvres 6DOF PCVR. Alors là, je vous ai indiqué plusieurs masques. Le HTC Vive Pro
2. Ça, c'est un masque qui marche exclusivement pour le PC VR. Il ne fonctionnera pas si on n'a pas de PC. Le MetaQuest 3, j'en parlais tout à l'heure, lui, c'est un masque qui fonctionne à la fois en standalone, mais qui peut fonctionner en mode PC VR. Donc, vous avez besoin du PC, qui est en général un PC très puissant, PC de gamer, avec une carte graphique très poussée. Et on va soit brancher le masque sur le PC, soit au moyen d'un routeur assez puissant, grâce au réseau Wi-Fi, fonctionner en sans fil. Et tout tourne sur le PC et le masque ne va servir qu'à montrer ce que le PC est en train de calculer. Euh, et les fichiers utilisés, c'est ce qu'on appelle un build ou une build. Et c'est en réalité un fichier exécutif, un point .exe, avec tout un tas de dossiers avec les données afférentes. Et pour terminer, il faut quand même évoquer le masque qui a défrayé un peu la chronique lorsqu'il est sorti il y a 2 ou 3 ans, qui est le masque Apple, l'Apple Vision Pro. C'est un masque qui est un peu à distinguer des autres masques que j'ai présentés aujourd'hui, puisqu'il ne fonctionne pas sous Android, il ne fonctionne pas sous un PC, il a son propre environnement. C'est un environnement Mac spécifique. Il a un OS qui s'appelle le Vision OS, qui a été pensé euh, spécifiquement pour ce masque. Euh, il a des capacités de calcul impressionnantes, beaucoup plus puissantes que les Six of Standalone que je mentionnais tout à l'heure. Il y a un écran d'une qualité absolument exceptionnelle. Vous voyez, je parle de 12K, il s'agit de la résolution des images qu'on voit dans le masque. Mais c'est un masque un petit peu à part. Aujourd'hui, le marché de ce masque n'est pas encore tout à fait défini. Je ne sais pas trop où ça va, mais je pense que c'est important de le préciser ici. Et il arrive des expositions d'œuvres de réalité virtuelle, dans des festivals, que des œuvres pour Apple Vision Pro soient présentées. Maintenant, si on va un peu plus précisément dans les œuvres à 360 degrés, les œuvres 3DOF, c'est important de parler un petit peu de nomenclature ou de typologie d'œuvres. Et il y a, donc, concernant l'image, des films qu'on va appeler monoscopiques et des films qu'on appellera stéréoscopiques. Pour stéréoscopique, en fait, on parle de films 3D. C'est-à-dire que lorsque vous mettez le masque, vous avez deux lentilles. Dans le cas d'un film 2D, l'image que vous allez voir dans chacune des lentilles est strictement la même. Pour les films 3D, l'image que vous allez voir dans les deux lentilles est légèrement différente et est censée recréer l'image que nous avons l'habitude de voir avec nos deux yeux. Et vu que la prise de vue, si je puis dire, est légèrement décalée, ça nous permet de voir les objets en relief et de mieux se repérer dans notre environnement. Eh bien, dans les films à 360 degrés, il y a des films en 3D, euh, voilà, 2D ou 3D. La narration est pour la plupart du temps linéaire. En réalité, tout à l'heure, je vous disais que la 3D c'était essentiellement du cinéma. C'est pas tout à fait vrai. Il y a des expériences interactives en 3D. Aujourd'hui, dans le domaine artistique et culturel, c'est pas tellement le cas. On est plutôt sur des films à 360 degrés. Mais pour certaines applications de la VR pour le monde professionnel, dans le cadre de la formation par exemple, il y a des œuvres interactives en 3D qui existent également. L'image que vous voyez, elle peut être filmée, live action. Ça peut être des images calculées par ordinateur, donc CGI, Computer Graphics Images, qui sont en général calculées et développées par des moteurs de jeu, mais il y a tout un tas de moteurs 3D également qui sont capables de faire ces images. Il peut y avoir de la stop motion, voilà, donc de l'animation avec des objets réels où chaque image est en fait une photo d'une action qu'on anime manuellement. Et la résolution, alors la résolution 4K qui était un peu la norme il y a une dizaine d'années, aujourd'hui est un petit peu dépassée. On parle plutôt d'images 6K ou 8K et on peut aller au-delà. Mais le seul masque qui est par exemple capable de montrer de la 12K sera l'Apple Vision Pro en l'occurrence. Pour la 16K, ça va plutôt être des images filmées en 16K mais qui seront diffusées en 12, 8 ou 6K.
Pour continuer sur la 360, je pense que c'est important d'avoir un petit aperçu de comment est-ce que c'est fabriqué, en tout cas pour les films qui sont filmés, donc avec des caméras. Vous avez ici quelques exemples. En haut à droite, on a ce sont en fait des caméras professionnelles de cinéma classique avec des objectifs grand angle et vous voyez qu'ils sont fixés sur ce qu'on appelle un rig. Donc elles sont fixées de façon, donc là il y en a quatre, on voit pas les deux derrière, mais il y en a quatre qui permettent de filmer donc les quatre directions. Et ensuite, on vient prendre ces quatre images et reconstituer la sphère qu'on pourra voir dans le masque. Et vous avez juste sur la droite une caméra qui, elle, est une caméra à 360 degrés. Et vous voyez la personne qui est juste à côté, qui a un masque sur les yeux. Il est en fait branché en Wi-Fi, connecté en Wi-Fi à la caméra et permet à l'opérateur de voir exactement l'image à 360 degrés qui est filmée actuellement par la caméra. Donc c'est voilà, une très bonne façon de préparer un tournage, de s'assurer que la scène qu'on est en train qu'on veut filmer correspond à ce qu'on veut. Voilà, il y a une autre, donc ça c'est une caméra Kandao. Si vous avez un caméra très connue qui est l'Insta 360 Pro. Là, vous avez l'ancêtre de la 360 qui sont en fait des GoPro, qui sont petites caméras GoPro qui sont toutes fixées à un rig également. Et pareil, comme pour cet exemple-là, il va falloir reconstituer l'image 360. Complètement à gauche, la métaphore, ça c'est peut-être le haut du panier, c'est une caméra qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est vraiment les caméras de très très bonne facture. Et une petite anecdote, ici c'est une caméra spécifique qui a été développée pour pouvoir aller dans l'espace, puisqu'elle était sur la Station spatiale internationale. Voilà, bon, je pense que je vais arrêter cet extrait ici, puisqu'on je pourrais en fait en parler pendant des heures et des heures. Ici, je mets par exemple un exemple d'image, ce qu'on appelle équirectangulaire, qui est en fait une projection à plat d'une image sphérique. Et ensuite, je continue par illustrer, par exemple, les images de films à trois dimensions. Pardon, les films en 3D, stéréoscopiques, avec l'image qu'on va voir de l'œil droit en haut et de l'œil gauche en bas. Et donc, on a l'impression que ce sont les mêmes images, mais en fait, elles sont légèrement différentes, ce qui permet de recréer le relief. Voilà pour cette présentation. Euh, J'espère qu'elle vous a intéressé. Voilà, c'est donc une présentation de chacune de ces deux formations que nous proposons et un petit extrait de cette formation. Nous avons donc avec la CST un certain nombre de formations qui sont prévues dans les mois qui viennent. N'hésitez pas à vous inscrire, à aller sur notre page internet diversionxr.com. Dans l'onglet formation, vous aurez un lien vers l'inscription sur le site de la CST, ainsi que ce webinaire qui est donc disponible en replay. Oui, merci à tous. On peut peut-être juste se mettre sur la dernière slide, d'une part pour vous remercier, et d'autre part simplement dire que aujourd'hui, les formations que nous proposons, ce sont des formations clés, si j'ose dire, à la fois parce qu'elles permettront à votre institution de continuer d'être un espace innovant et attractif, de devenir acteur de cette transformation, puisqu'aujourd'hui, la réalité virtuelle, l'XR de façon générale, et les œuvres immersives font partie du paysage culturel en France, en Europe et dans le monde. Ces formations vous permettront d'avoir donc des compétences concrètes qui vous permettront donc de proposer ces expériences à vos publics d'une façon organisée et d'une façon, disons, professionnelle. Ces formations vous permettront bien sûr aussi d'être en contact justement avec un réseau de professionnels pour pouvoir approfondir et aller encore plus loin dans ce que vous pourrez proposer dans le cadre de vos institutions. Les prochaines sessions, elles sont dès le mois prochain, puisque les fondamentaux seront proposés donc, dans les locaux de la CST à Paris, dans le 13e arrondissement, les 13 et 14 avril. Les techniques de médiation, eh bien, c'est la formation qui suivra juste après, donc les 15, 16 et 17 avril. Je vous redis que ces formations donc, sont certifiées Calliope, ce qui leur permet d'être éligibles donc, aux OPCO. N'hésitez pas, bien entendu, à vous inscrire sur le site de la CST, formation.cst.fr. Nous vous accompagnons, en tout cas la CST vous accompagne, et notamment Pascal Montagna, dans justement ces demandes de financement.
Donc n'hésitez pas si vous avez des doutes, la CST est tout à fait rompe l'exercice de faire en sorte, pour faire en sorte que vous puissiez bénéficier donc d'un financement. Et enfin, simplement conclure en vous disant que donc moi je suis Camille, Marc merci Marc d'ailleurs pour cette présentation et cet extrait de la formation. Vous pouvez évidemment retrouver à la fois le webinaire, les fiches d'inscription et puis nos activités de façon plus générale sur notre site internet diversionxr.com. Très bonne journée à vous tous et à vous toutes et à bientôt. Merci beaucoup.